Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, aux engagés publics, on reçoit Madouanika Cadet. Bonjour, Madouanika. Bonjour, Denis. Merci beaucoup pour l'invitation. Nous sommes engagés publics. Donc, c'est ça, on est avec Madouanika Cadet. Content de te recevoir, Madouanika. Moi aussi. Ça faisait un petit moment là, que je n'avais pas reçu de libéraux à mon micro. Oui, bien, Fait que on si est on content veut- d'être à ton micro. Merci. C'est beau ton studio, j'aime ça. Ah, merci, c'est gentil. Si je veux respecter un certain un équilibre, Oui. hein, là, j'ai eu des bloquistes, j'ai eu des caquistes. Là, je suis content de te recevoir. Ça C'est à va notre tour. des péquistes, là, mais il n'y en a pas beaucoup des péquistes. Si on se fie au sondage, je vais en avoir beaucoup bientôt, par contre. En tout cas, Ah, peut-être plus de libéraux qu'on le pense. ben, écoute, les péquistes ne doivent pas être contre que les libéraux soient non. forts, hein? Ah, ben oui. Parce ils que nous vous aiment. allez. Oui. Pascal Bérubé nous le dit tout le temps. Oui, oui. Il je veut- pense qu'il le dit publiquement aussi. un parti libéral fort dans Gaspé, c'est Mégane Mégane. Mélenchon quasiment 100% assuré, tu sais. Wow. Il va diviser le vote. C'est Toi, ça. tu ne voudras pas le dire. Mégane, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mégane, qu'on a reçu ici aux engagés publics, si vous voulez voir l'entrevue, peut-être même plus qu'une fois. C'est sur YouTube, donc vous irez voir ça. Mais là, on est avec Madouanika. Madouanika, je vais te présenter un petit peu. Oui. J'ai ton CV devant OK. moi. Tu es député de Bourassa-Sauvé depuis 2022. C'est la bannière du Parti libéral, évidemment. C'est Oui. de ça qu'on parlait. Tu es aussi vice-président de la Commission des finances publiques, Oui. porte-parole de l'opposition officielle en matière d'emploi, de langue française, de travail et de jeunesse. Oui, c'est ça, tu les connais un peu mieux que moi. Donc, tu as une formation d'avocate à l'Université de Sherbrooke. Tu m'en Oui. parlais tantôt avant qu'on parte l'enregistrement. Tu as été d'ailleurs à la... Tu suivais de près Marois Risky, Ben hein? oui, ben c'est ça. Moi, j'ai commencé l'Université de Sherbrooke en 2009, puis Marois, donc elle a gradué, elle, en 2009, donc avant que j'arrive. Fait que là, moi, je me présente, donc sans surprise, hein, souvent, donc les élus, on a un passé dans D'avocat. d'avocat, mais avant ça, donc de conseil étudiant. Donc là, Ouais. j'arrive en 2009 à la rentrée, je me dis, j'ai envie d'être à la GED, là, l'Association générale des étudiants en droit. Fait que je me fais élire, j'arrive, et là, on rencontre le doyen, Daniel Proulx, puis il dit, on se présente, il me dit, Madoua, c'est intéressant. On a une jeune qui vient de graduer, là, juste là, au droit MBA. Elle s'appelle Marois. Fait que la première fois que j'ai entendu parler de Marois, Donc, je mais commençais vous êtes jamais l'université. croisés. Non, c'était pas croisé. Non. Donc, elle sortait quand t'entrais. quand moi j'entrais. Oui, c'est intéressant. Exactement. Mais tu as quand même suivi en quelque sorte En ses quelque traces. sorte. En quelque sorte. En quelque Pas sorte. la même chose. Toi, t'es... Ben, quand même, t'es- le droit MBA. Fait que le même programme. Donc, Ah oui, exactement le même programme. le même programme. Par- droit, t'as ton- T'as ton barreau du Québec. C'est ça. Tu as fait un baccalauréat en administration des affaires et en droit. Donc, oui, ouais, c'est ça, le chose. bac maîtrise, droit Mais MBA. t'as Ouais. aussi... Ben, là, c'est ça que j'ai, moi, que tu as une maîtrise En politique publique à l'Université de Georgetown. Oui, ben c'est quoi, ça. Fait que c'est aussi, elle est partie faire son doc aux États-Unis. Moi, je suis partie faire ma deuxième maîtrise aux États-Unis en politique publique. Fait que j'ai passé 3 ans à Washington. OK. Fait que j'ai vécu là de 2015 à 2018. Ah oui! Oui. C'est vrai, on va en parler d'ailleurs. Oui. On va en profiter. L'actualité est chaude Oui. là, par rapport aux Très, États-Unis. très, très chaud. Fait que moi, j'étais là à la première élection de Trump. Là. Ah, c'est le fun. OK, Ouais. c'est le fun que tu sois là. On va parler de ça. Il y a des maniaques là, aux engagés publics. Il y a des maniaques de politique internationale, Oui. politique américaine. Puis on n'en parle pas beaucoup. Fait que c'est le fun, c'est que tu sois là. On va profiter de ta présence. Donc, tu as été conseillère en politique au cabinet du ministre de l'Innovation. Oui. Ça, c'est 2020-2022. Exactement. Avant ça, tu étais avocate chez Dentons Canada. Je connais pas ça. Oui. Bon. Puis, avant ça, tu étais Enseignement analyste Fraser Casgrain. à la Banque mondiale. Oui, quand j'étais à Washington. Donc, j'ai. Ah ouais, ça, c'est intriguant, mais Oui. tu vas pas nous en parler. Écoute, je pense que tu connais un petit peu le concept des engagés publics. Nos auditeurs le connaissent. Nous, on aime connaître nos élus, Oui. nos politiciens, mais en dehors de ce qu'on est habitué OK. de voir. OK. On veut défaire On est décontracté. là. on est décontracté, on essaye en tout cas, puis on va voir. Plus que le temps va avancer, plus qu'on devrait l'être. Mais en fait, c'est vraiment ça, c'est de te découvrir, comprendre un peu tes motivations, puis tes valeurs, puis tout ça. Puis ce qui m'amène à ma première question, c'est quoi qui t'a poussé à entrer en politique? Parce que là, on peut dire que t'es comme genre
l'aile jeunesse du Oui. Parti libéral. Ben moi, j'ai commencé dans l'aile jeunesse du Parti libéral. Ben, j'ai commencé dans Bourassa-Sauvé. Donc, moi, j'ai pris ma carte de membre donc, dans Bourassa-Sauvé en 2008, quand j'avais 18 ans. Céline Beauchamp, qui était députée de Bourassa-Sauvé à l'époque. Je connaissais pas du tout ça, la politique. Ben, tu sais, un peu comme je viens de le dire, bon, j'étais impliquée à l'école. À ce moment-là, j'étais au cégep. Hein, donc, j'étais impliquée au cégep, j'étais impliquée au secondaire. Ça faisait un peu partie de moi, mais la politique, ça me semblait très, très, très loin. Ça me semblait complexe. Il y avait personne dans mon environnement qui était proche de ce milieu-là. Tu viens pas d'une famille qui était impliquée politiquement? Non, mais pas. En fait, là, moi, je suis d'origine haïtienne. J'ai appris que mon grand-père, lui, avait été maire du bourg là, en Haïti. En Haïti, OK. En Haïti, donc à une autre époque, mais il est décédé avant ma naissance, fait que c'est même pas comme si il aurait pu me transmettre quoi que ce soit, tu sais. Mais non, mais au-delà de ça, mes parents, ben, ils s'intéressent beaucoup à la politique et encore plus aujourd'hui, mais c'est ça. Donc, de le faire activement, tu sais, je me voyais pas nécessairement dans ce milieu-là. Donc, quand on m'a approché, puis on se disait, ce serait le fun d'avoir une belle délégation dans Bourassa-Sauvé, quelqu'un on m'avait un peu parlé de moi, là, quelqu'un qui connaissait ma famille, puis je pense que c'est une jeune intéressante. Fait que je suis allée à mon premier congrès jeune avec 2 de mes cousines. Puis après ça, mes 2 cousines, elles trouvaient ça bien le fun, le congrès jeune du Parti libéral du Québec. Quel fun, hein? Ben, c'est le fun. Moi, j'ai connu les vrais congrès jeunes. Là. Dans le temps, là, c'était sur 3 jours. Les ministres nous servaient des hot dogs. Le vendredi soir, on arrivait. Le samedi, bon, il y avait des plénières, mais après ce soir, c'était quand même des beaux parties. Là. C'était vraiment des beaux parties. Puis là, c'était le fun parce que c'était l'une des premières fois que tu pouvais, ça passe, tu avais fait un peu de sport, des championnats. Là, c'était une des fois que tu pouvais vraiment rencontrer des jeunes de partout au Québec, les entendre parler de leurs enjeux. Moi, je rappelle, c'est une des premières fois que j'entendais parler d'enjeux d'agriculture ou d'exode des jeunes des régions. Puis ici, c'était des congrès à 1000 jeunes. Là. C'était vraiment passionnant. Fait que mes cousines étaient comme, c'est un beau party, mais c'est le fun, on va faire autre chose. Puis moi, je suis juste jamais partie à partir de ce moment-là. T'as trouvé ça? Ah ouais, j'ai eu la piqûre. J'ai toujours trouvé ça intéressant de dire... c'est quoi qui t'intéressait là-dedans? Oui. Es-tu arrivé en politique avec des idéaux? Dire, moi, il y a des sujets qui m'intéressent particulièrement, que des thèmes sur lesquels j'aimerais travailler, changer des choses, ou t'es arrivé là un peu comme tu l'expliques, puis t'as tellement aimé la vibe que t'es resté? Ben oui, je suis tombée dedans comme Obélix, c'est sûr, j'ai aimé la vibe, je me retrouvais un peu dans cet environnement-là, puis tu sais, je connais pas mes cousines, je connaissais personne. La première fois, on arrivait là, c'était pas comme si on avait plein d'amis, puis on savait exactement dans quoi on s'embarquait. Fait que c'est un peu un plongeon dans l'inconnu, mais de fil en aiguille, moi, ce qui m'avait passionné, c'est de me dire, hey, c'est le fun, tu peux avoir une idée dans le sous-sol chez tes parents. Cette idée-là, tu peux, comme on est ici, là, cette idée-là, tu peux la faire cheminer. Puis à travers ces instances-là, qui sont à l'époque donc des instances militantes, ça va pouvoir faire partie d'une plateforme électorale, puis éventuellement changer le Québec. Puis moi, ça m'a accroché là, vraiment comme idée. Je suis un peu idéaliste. Là. Mais je te comprends. Moi, c'est ce qui m'avait marqué aussi. La première fois que je suis rentré dans un congrès politique, moi, c'était au Parti québécois, j'ai capoté. Au CNJ, toi? Non, j'étais trop vieux. J'ai connu ça plus tard, mais quand même, de voir cette espèce de contact direct-là avec la démocratie, c'était un espèce de pouvoir qui est disponible, qui est accessible pour les citoyens qu'on connaît pas, qu'on sait pas. Tu le dis bien accessible, parce que moi, c'est vraiment ça qui m'avait marqué par la suite, que après ça, j'ai grandi dans les instances de l'aile jeunesse, là, donc j'étais représentante de Montréal-Nord à la commission jeunesse, ensuite du président, j'étais présidente des jeunes, puis à cette époque-là, quand j'étais représentante des jeunes de Montréal-Nord, je me disais, OK, ce serait le fun d'avoir des activités entre les élus puis les jeunes, puis d'être capable de les rapprocher, parce que de la même manière que moi, ça m'avait vraiment accroché le fait que, écoute, finalement, c'est ces gens qu'on voit à la télé, là, c'est des vraies personnes, puis on a cette possibilité d'action. Moi, j'aimerais ça que d'autres jeunes le vivent. C'est quoi les thèmes? La mobilité sociale. Moi, vraiment, c'est quoi, ça? Le fait donc de pouvoir que quelqu'un de n'importe quel milieu puisse décider donc d'aspirer à plus grand. Moi, je trouve que moi, c'est sûr que j'étais petite Bourassa-Sauvé, c'est la circonscription dans laquelle j'ai commencé à militer aussi. Fait que c'est sûr que c'était une thématique qui me rejoignait beaucoup dans mon histoire familiale, de beaucoup de gens que je voyais autour de moi. Bourassa-Sauvé, c'est Montréal-Nord. C'est Montréal-Nord. Oui. On va en parler tantôt. Oui, on a mis la table, c'est vrai, un peu parce que Montréal-Nord, là, on est à Charlebourg. Oui. Quand on entend parler de Montréal-Nord à Charlebourg, c'est rarement pour la beauté de ses décors. Fait que ça, tu vas m'en parler. J'aimerais ça que tu... Avec grand plaisir. Oui, commençons. De Bourassa-Sauvé, Montréal-Nord, là, que t'aimes. Oui. Fais-nous découvrir. Parle-nous un petit peu de... À Montréal-Nord, je dis, on est tissé serré, puis on est aussi métissé serré. Fait que, évidemment, c'est une circonscription, un endroit sur l'île de Montréal où il y a beaucoup de richesses culturelles, beaucoup de richesses interculturelles, mais aussi beaucoup de
je dirais beaucoup de fierté. Parce que souvent, ben, tu le dis, hein, à Charlesbourg, puis un peu partout au Québec, là, quand on C'est une entend blague, ça, parler. là, mais Non, oui. mais On- là, on on- est ici, là, mais. On l'entend par quelqu'un- l'actualité. Mais c'est ça. Tu sais, même l'autre fois, je suis allée dans une institution financière à Québec, puis là, je dis, Montréal-Nord, et là, quelqu'un me dit, est-ce que c'est comme on voit à la télé, là, à feu et à sang, en 2024, là? Mais il y a eu une actualité pendant un été où. Oui, l'été c'était- 2008, en fait, le même été où j'ai commencé à m'impliquer, c'était Freddy Villanueva. C'était un jeune de mon âge, il avait 18 ans aussi. Là, donc, ça m'avait vraiment marqué, parce que c'est la première fois que quelqu'un d'exactement mon âge périssait comme ça. Puis c'est vraiment très gros. Fait que c'est sûr que oui, on est passé de très, très, très invisible avant ça à très, 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 très visible, mais pour les mauvaises raisons. Donc, encore aujourd'hui, on voit que cette réputation-là, elle perdure. Mais moi, je dis souvent, on a un déficit réputationnel, mais c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on soit capable de travailler, parce qu'au final, évidemment qu'on a des enjeux. C'est quand même donc l'une des circonscriptions donc, où le taux de pauvreté est le plus élevé. On est aussi on est un berceau pour beaucoup de nouveaux arrivants. Moi, mes parents sont arrivés là séparément. Là, mon père est arrivé, il avait 11 ans. C'est encore le cas aujourd'hui? Encore le cas aujourd'hui. Ouais. Ah oui, je le vois dans les cas de comté aujourd'hui. Mais c'était déjà ça à cette époque-là. Mon père était avec ses parents en 1980. Il est arrivé en 5e année. Fait que lui, il a fait la fin de l'école primaire à Montréal-Nord, tout son secondaire à Montréal-Nord. C'est comme ça qu'il a rencontré ma mère aussi. Donc, c'était ça à l'époque. C'est encore ça aujourd'hui, d'être un berceau pour plusieurs familles qui cherchent un endroit donc pas cher, donc au pouvoir s'établir. C'est sûr que, étant donné donc la façon donc dont notre parc immobilier aussi donc est construit, donc on a beaucoup de logements locatifs, moins de résidences unifamiliales quand on compare un peu donc à d'autres endroits sur l'île de Montréal. Fait que, par définition, par définition, donc il va y avoir donc des enjeux qui sont systémiques. C'est quoi qu'il y a à Montréal-Nord? Parle-nous là justement différemment. Qu'est-ce qui... on a beaucoup d'artistes qui viennent de Montréal-Nord. C'est vrai, hein? On a beaucoup de joueurs de la NBA. Nous, on a 3 joueurs de la NBA qui viennent de Montréal. En ce moment, il y a 4 joueurs de la NBA au Québec. Là. Il y a 4 joueurs qui sont issus du Québec dans la NBA. Il y en a 3 qui viennent de Montréal-Nord. Bénédicte Mathurin, le Gansdor, Chris Boucher. On a 3 joueurs, puis on n'a même pas de centre sportif. Là. C'est un gros enjeu, puis on se bat beaucoup pour en avoir un sur le territoire, justement. Parce qu'on le sait on le sait à quel point, justement, c'est le sport, ça permet à des jeunes qui, parfois, se disent peut-être qu'ils ont moins d'autres options, qui ne voient pas qu'ils ont d'autres options. Ben, ça devient une avenue. Pour bien des. On a beaucoup de familles monoparentales aussi chez nous. Donc, on aurait besoin de ça, mais on a 3 joueurs de la NBA qui viennent de chez nous. T'imagines, hein? Fait que, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de beau qui ressort de ça. Puis, tantôt, quand je parlais du déficit réputationnel, les jeunes, ils le sentent. Hein, ils savent quand ils vont ailleurs, parfois à quel point ça peut être stigmatisant. Une de mes cousines dit à l'époque, quand nous, on a fait notre droit à Sherbrooke ensemble, on était coloc quand on était à Sherbrooke. Puis, à l'époque, sur son CV, il fallait qu'on fasse la course au stage. Elle enlevait Montréal-Nord sur son CV, elle mettait juste Montréal, parce qu'elle se disait, ben là, il n'y a personne qui va m'appeler si c'est ça que je mets donc à la tête de mon CV comme adresse. L'as-tu déjà vécu? As-tu déjà senti ça, que ça te pouvait te pénaliser des fois pour entrer dans des endroits ou avoir un accès d'être de Montréal-Nord, comme si c'était stigmatisant, en fait? Non, je dirais moi, pas précisément. Moi, c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai personnellement vécu. Là. Je peux pas faire semblant, mais c'est une réalité. Ouais. C'est une réalité, c'est certain. Puis c'est sûr, les jeunes qui le vivent, il y a deux façons d'après ça, donc de composer avec cette réalité-là. C'est soit qu'ils essaient de s'en distancer le plus possible. C'est un de nos défis aussi, là, c'est qu'on a beaucoup de familles qui arrivent, une fois qu'elles s'en sortent, elles décident de quitter parce que les parents, ils veulent pas que leurs enfants soient stigmatisés par ça. Ils disent, après ça, on va quitter, on va aller à Rivière-du-Prairie, on va aller à Laval, à Terrebonne. Finalement, ça... Ben, c'est ça. Ou à l'inverse, on a d'autres, au contraire, qui ont un immense sentiment d'appartenance. Moi, quand je fais droit MBA, là, en droit MBA, on apprend l'analyse FFOM, force, faiblesse, opportunité, menace. Puis je me dis, une de nos forces, une de nos opportunités, c'est cet énorme sentiment d'appartenance-là. Puis c'est pour ça que moi, je pense que j'ai le plus beau comté au Québec. C'est pour ça que tu dis tisser serré. Ben, c'est tisser serré. Puis j'ai le meilleur des deux mondes parce que, on est en ville, fait qu'on a quand même une certaine proximité, donc des services, on est en milieu urbain, mais on a l'aspect un peu fierté là, qu'on retrouve en région où
t'es fier de ton village, t'es fier d'où tu viens. Je connais pas grand monde qui sont tellement fiers de venir d'Ahuntsic. C'est pas, Non, t'as raison, c'est je pas la comprends. même chose. C'est Alors que les gens qui viennent de Montréal-Nord ou les gens qui s'y Il y a une greffent après, identité. là, il y a une identité. Puis c'est sur ça que Une c'est... solidarité aussi Oui, à une travers solidarité, ça, hein? une grande, grande, grande solidarité. On le voit quand il y a des événements qui se passent. Je pense à l'époque, tremblement de terre en Haïti, mais dès qu'il y a un événement un peu social qu'on voit dans l'actualité, la communauté se mobilise. Je t'ai amené vers tout de suite à nous parler de Bourassa Sauvé, mais on n'avait pas fini le volet de ton arrivée en politique. Oui, c'est vrai. Là, tu étais chez les Jeunes libéraux. Oui. C'était-tu avant que tu ailles aux États-Unis, ça? Oui, bien avant. En fait, c'est un peu ça qui m'a motivée. C'est pas vrai. Moi, j'ai toujours eu, enfant, je fermais mes yeux la nuit, puis je me disais, qu'est-ce que je veux faire quand je vais être plus grande? Puis j'ai toujours eu un peu ce rêve-là d'aller étudier ailleurs. Tu faisais ça? Oui, je faisais ça. Je te jure, je faisais ça. Moi, je me couchais le soir, je me disais... Je visualisais. Là, évidemment, on a plein de sites qui nous montrent à quel point c'est positif. Moi, 7 ans, là, je savais... Moi, j'y crois, je le fais. Je visualise beaucoup. Je trouvais sorte que je m'imaginais un peu plus tard. Fait que j'ai toujours eu un petit peu ça. Puis même, en fait, au secondaire, j'avais appliqué sur des prep schools. Puis j'avais été acceptée dans les prep schools américaines. Puis une à Toronto. Puis ça faisait partie un petit peu donc de ma trajectoire. Mais bon, ça coûtait très cher. Puis... ma mère disait peut-être qu'on irait au banquier. Je me disais, non, je pense que ça va, là. Je pense que t'as pas besoin que je lis le tout des valises pour essayer de payer mes études. Fait que je ferais ça au cégep ici, puis je suis très, très, très heureuse. Mais ça a toujours un petit peu fait partie de moi. Mais à travers mon implication politique, je disais, je fais droit MBA. À l'époque, je me voyais... on travaillait dans le milieu un peu corpo, c'est un peu vers là où on s'en va. Mais j'ai toujours eu un peu cette fibre-là d'implication, mais je savais pas qu'on pouvait aller plus loin avec ça. Puis au fil donc de mes implications, de participer à tellement de campagnes électorales, des partiels, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la politique, là, j'ai vraiment eu la piqûre de me dire... Là, tu voulu en faire un métier. Oui, donc là, de faire ma maîtrise en politique publique, puis de vraiment apprendre ça. Puis je me disais, c'est le fun parce que comme avocate, on est un peu au bout du processus. Hein, on applique la loi là, comme juriste, comme praticien du droit. Mais quand on est en politique publique, là, on apprend. C'était très quantitatif. Fait qu'on avait cours de statistiques, de macroéconomie, de microéconomie. Et donc, on composait un peu la politique à ce moment-là. Fait que je me disais, ah mon Dieu, mon parcours est assez multidisciplinaire, puis je me retrouvais là-dedans, parce que moi aussi, j'avais fait le DEC intégré, fait que j'ai toujours aimé ça, composer avec plusieurs éléments à la fois. Je faisais génie en herbe au secondaire, là, fait que ça te donne une idée, là. Ne ris pas de moi, là. C'est pas que je ris, c'est que je suis pas surpris, en fait. Ah, je t'écoute, tu sais, t'es stimulé. Oui. Donc, je suis pas étonné que tu aies un côté intellectuel quand même à développer, là, que ça te fasse triper. Puis, de toute façon, quand on regarde tes études aussi, on voit que tu as aimé l'école. Là, oui, j'aimais l'école. Tu as quand même un beau parcours scolaire. Mais écoute, j'essaie de retrouver mon fil là-dedans parce que là, il y a à peu près 15 affaires qui m'intéressent dans tout ce que tu viens de me dire, mais c'est mon rôle de le faire. On va reprendre un certain fil. Tu m'as parlé de Montréal-Nord. Oui. De façon très concrète, là, tu m'en as parlé de certaines... Tu l'abordais en quelque sorte, mais c'était plus un survol. De façon très concrète, c'est quoi les grands défis actuellement, là, puis qui est ceux qui se retrouvent à l'Assemblée nationale, les grands défis dont on comptait? Comme le logement. Je pense que ça, c'est partout sur l'île de Montréal, mais chez nous, on le voit aussi. C'est souvent, l'une des meilleures manières comme député d'être capable d'avoir une vue sur les enjeux qui sont très pressants pour la population, ce sont à travers ce qu'on appelle les cas de comté, là, donc les cas citoyens, les citoyens qui viennent nous voir dans nos bureaux pour nous faire état de ce qui ne va pas pour eux. Si j'avais un graphique devant moi, là, c'est clairement que mon volume donc de demandes puis d'appels en ce qui a trait aux dossiers de logement, c'est certain que ça, c'est l'un de nos plus gros dossiers, logement. Services de santé aussi. Nous, on a dans le nord-est de Montréal-Nord, c'est en fait, je pense que c'est le quartier qui a la plus grande densité de population sur toute l'île de Montréal. Donc, c'est là qu'on a beaucoup donc, de tours d'habitation. Tu disais tantôt des tours d'habitation, du logement. Exactement, avec de tours d'habitation. Puis, un des enjeux qu'on a constaté au fil du temps, c'est qu'en fait, l'accessibilité aux soins de santé, en fait, était beaucoup plus déficient donc, dans ce coin-là parce que souvent, donc, tu as l'aspect
T'as l'aspect, bon, être capable de se déplacer. Les gens pas nécessairement toujours donc des autos, mais aussi une espèce donc de blocage aussi avec les institutions. C'est pour ça que chez nous, on a par exemple donc une maison bleue, on a un centre de pédiatrie sociale. Tu sais, on a beaucoup donc de ressources qui vont être qui sont proches du communautaire, là, qui vont en fait aller chercher donc le citoyen donc là où il est pour être capable donc de lui prodiguer des services, alors que ce citoyen-là, parfois parce qu'il parle pas la langue, parfois parce que ça lui semble donc très très complexe, là, que le formulaire donc lui semble être une montagne, ben il se déplacera pas nécessairement au CLSC en tant que tel. C'est pour ça qu'on a un point de service du CLSC de Montréal-Nord qui va être dans le nord-est, donc très, très, très près donc de cette population-là qui est plus vulnérable pour être capable de la desservir. As-tu le sentiment que tu as les outils et la capacité d'agir pour aider dans ta position actuelle? Parce que ça, il y a une grosse distinction entre militer puis se retrouver comme élu. Tellement, oui. Il y a un équilibre, il faut que tu représentes tout le monde. Mais là, tu l'as-tu? Député d'opposition, on peut-tu dire d'arrière-ban ou c'est insultant de dire... Non, ça, c'est à l'opposition, c'est au gouvernement qu'on est d'arrière-ban. Qu'on est d'arrière-ban. Il n'y a pas d'arrière-ban. Il n'y a pas d'arrière-ban à l'opposition. À l'opposition. Mais en tout cas, avec... tu n'as pas le pouvoir d'un ministre. Y a-tu des choses que tu peux faire? Oui, quand même. Moi, je le vois. Puis, moi, je trouve ça toujours important. Donc, moi, je félicite à peu près tous les ministres d'avoir dans leurs enveloppes discrétionnaires, parfois pour des projets. Donc, je vais aller voir. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de ministres qui n'ont pas entendu parler de Montréal-Nord depuis 2 ans. Donc, c'est une bonne ambassadrice. Oui, c'est ça, c'est mon travail. Donc, c'est certain que je le fais, puis je le fais avec passion. Donc, oui, moi, je suis persuadée qu'il y a des choses qu'on peut faire. Justement, je pense, je disais, par exemple, on a une aire ouverte qui a été inaugurée il n'y a pas si longtemps. Je parlais avec Lionel Carman. Donc, il y a des choses qu'on peut faire, même quand on est député de l'opposition, en se disant, mais regarde, quand on est au Salon Bleu, c'est un exercice qui est partisan. C'est un exercice où, à la période de questions, par exemple, on est là pour vraiment mettre en exergue les différences politiques qui peuvent exister entre les différentes formations qui sont représentées à l'Assemblée nationale. Et là, que la population puisse voir, OK, on est pour, on est contre, donc cet élément-ci. Puis nous, on fait notre exercice donc de contrôleur d'action gouvernementale quand on est au Salon Bleu. Mais quand on sort de là, on est tous des élus et on a un devoir donc de représenter notre population. Donc moi, à l'extérieur de cet exercice-là, moi je suis très à l'aise d'aller voir les ministres et de leur dire, bien voici les enjeux qui nous sont propres. On travaille aussi en collaboration. Moi, je suis chanceuse. Ça, c'est une affaire qu'on parle pas assez, je trouve. Oui. Le travail en collaboration entre les élus de toutes les formations politiques. Toutes les formations politiques. C'est beau de voir ça, c'est intéressant. Puis je te dirais que ça redonne un peu confiance. Mais c'est important, je suis d'accord. Je pense que les gens devraient... le cynisme qui, des fois, s'installe, hein, quand on voit, on est exposé aux éléments qui ne sont pas toujours les plus beaux de la politique, de par les médias, mais il y a tout ce volet-là qu'on voit moins. Hein, oui, bien c'est sûr que, tu sais, puis je le comprends aussi, tu sais, bon, je sais pas que c'est moins trépidant, moi, je pense qu'il faudrait plus d'espace qui sont propices pour qu'on puisse voir ça, montrer ça à la population, puis même nous, je pense qu'on a quand même un certain devoir comme élus, là, dans notre façon d'être aussi, dans notre façon de faire de la politique, d'être capable, donc, de faire en sorte que la population, se sente en confiance. Fait que quand il y a du cynisme, moi, je me dis, ça demeure notre responsabilité, les gens nous ont élus, donc c'est à nous, donc, de montrer qu'on est digne de cette confiance-là. Mais à part ça, je peux pas blâmer le travail des médias. Comme je disais, ben, quand on est en politique, ça reste que bon, les gens sont occupés. Moi, je mange ça le matin pour déjeuner, puis je me couche le soir, puis je rêve de politique. Mais à la population, quand on est là pour leur montrer, ben voici notre programme, voici le travail que l'on fait à l'Assemblée nationale, c'est correct qu'il y ait des divergences. C'est pour ça qu'ils ont élu c'est pour ça qu'on est plusieurs partis à être représentés au Salon Bleu. Si tout le monde pensait pareil puis qu'on était toujours tout en accord, je pense pas que ce serait simple pour la démocratie non plus. C'est une grande dis-tu promotrice? Promoteur? T'es une grande promoteur de la langue française. Oui. Oui. Pourquoi c'est important? Moi, je suis née le 20 mars. Hein. Moi, je suis née de la journée de la Journée internationale de la francophonie. Fait que c'était prédestiné. Ça t'a marqué. Encore une fois, t'es tombé dedans. Je suis tombée dedans, c'est ça. Mais explique-moi pourquoi c'est important pour toi. Ah, mon Dieu. Ben d'abord, je te dirais, pour moi, quand on m'a confié donc cette responsabilité-là, je trouvais ça précieux. D'abord, avant tout, moi, j'ai toujours été une ambassadrice au pays de la langue. Ah oui, c'est ça. En plus, c'est vrai, c'est dans tes dossiers, je l'ai dit tantôt. Oui, c'est ça, c'est dans mes dossiers. Mais pas parce que c'était ton dossier que ça t'intéressait. Non, ça m'intéressait à la base. Oui, ça m'intéressait à la base. Moi, la première fois que je suis venue à l'Assemblée nationale, j'étais finaliste à la dictée des Amériques. Ah donc, oui, bon, on revient au profil. Oui. J'allais dire tronche.
Mais je veux pas que tu le prennes mal. Avec mes lunettes. Ça a été lunettes. Mais de toute façon, gars, je suis pas assez bien placé pour parler comme tronche, là, mais... Mais ça te donne une idée que j'ai toujours eu un amour pour bon, je veux dire juste personnellement là, la langue française, bon, la création littéraire, la grammaire c'était mon cours préféré, il fallait que j'ai 100%. My God, okay. Ouais. Ça faisait déjà partie de moi. La grammaire, c'était mon cours oui, préféré. il fallait que j'ai 100% dans mes examens de grammaire ou rien. Là. Tu te rends compte qu'il y a pas beaucoup de monde qui ont... Oui. Non, moi, des erreurs de syntaxe, je les vois tout de suite. Excuse-moi, je te coupe pas. Donc, c'est ça. Mais blague à part, tu sais, c'est... Bon, évidemment, donc, il y a cet aspect-là plus personnel, là. Mais je trouve que, tu sais, évidemment, c'est un dossier qui est très important pour le Québec. Puis je trouve que on en parle on en parle beaucoup de façon négative. On en parle beaucoup, tu sais, avec une certaine aura que beaucoup de gens de ma génération, dans laquelle beaucoup de gens de ma génération peut-être ne se retrouvent pas. Puis je fais le lien avec le fait que je sois porte-parole pour la jeunesse aussi. C'est quand je parle, je suis à la limite de la jeunesse, là, mais quand je parle donc à ceux de la génération Z, c'est ceux qui nous suivent, je suis un peu je t'inquiète parce que je trouve que ce lien-là, je trouve qu'il y a un lien qui a été créé, donc nous, la génération Y, on dirait qu'on est un peu comme la dernière génération qui a eu un petit peu donc cette chance-là d'être dans ce concours puis de comprendre donc l'importance donc du fait français puis à quel point donc c'est quoi, c'est le contact avec la culture québécoise, c'est quoi? Ben oui, moi je fais beaucoup de liens entre langue et culture. Moi je ne pense pas. C'est la façon, moi ça me fait rire quand j'entends on va faire des lois pour sauver la langue. Organisez-vous que la culture soit florissante. C'est ça. Écoute, inquiétez-vous pas que ça va suivre le français. C'est ça, c'est là-dessus, je pense qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde parce que souvent, je trouve qu'on aborde la question de la langue française de façon très dématérialisée. On la met un peu donc, dans son propre espace, puis on se dit, comme tu dis, donc on va faire des lois linguistiques, puis il en faut des lois linguistiques. Ça en prend, c'est ça. C'est absolument important. Mais après ça, quand on se dit, OK, il y a un défi, il faut qu'on soit capable d'atteindre la prochaine génération. Il faut qu'on soit capable d'atteindre donc les nouveaux Québécois aussi qui arrivent puis qui se disent OK, ben comment est-ce que nous on s'entiche de cette langue-là puis qu'on a envie de la faire fleurir aussi puis de l'embellir, de renforcer ces lois-là ou parfois la façon avec laquelle on le fait, c'est pas nécessairement comme ça qu'on va être capable donc de créer donc ce sentiment. Il faut donner envie de il faut un sentiment d'appartenance. Pour le faire connaître. Le sentiment d'appartenance là, c'est la chose la plus importante pour la préservation de la langue. Puis les jeunes qui sont là qui nous regardent, nous comme élus, comme législateurs, je pense que eux ils se disent ils sont complètement déconnectés. Là. C'est pas ça qui va me faire aimer la langue. Non, puis, donc oui, ça veut dire avoir plus de culture à l'école. Il faut investir en culture. Oui, il faut investir en culture. Faut que les enseignants soient des passeurs culturels aussi. Moi, j'étais coprésidente du comité sur la relance du parti. Puis moi, le chapitre un peu là-dessus, je l'ai co-rédigé. Puis on le disait là, dans notre rapport, c'est important qu'on ait des passeurs culturels, que ces espaces-là soient beaucoup plus... En fait, qu'on soit beaucoup plus conscients donc, dans notre manière... donc d'amener la langue parce que je pense que, par exemple, quand on pense à la loi 101, à une certaine époque, on se disait, puis évidemment, les lois linguistiques elles visent à assurer le partage donc, de la langue française dans l'espace public. Puis c'est cet espace-là, évidemment, donc qu'il faut protéger. Puis là, on se disait, bien évidemment, donc les enfants de la loi 101, donc les nouveaux arrivants, donc devront aller à l'école en français, ce que tout nouvel arrivant, donc de façon générale, donc accepte pour que ça puisse devenir la langue commune. Aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres espaces où, donc par exemple, si je pense aux gens avec lesquels donc, moi j'allais à l'école, ben de toute manière, donc l'école peut devenir un peu cet espace culturel-là. À la télé, moi j'avais pas le choix, j'écoutais Radio Enfer, puis dans une galaxie près de chez vous, c'est tout ce dont j'avais accès. Puis même avant ça, on n'avait pas le câble, donc on écoutait Bulldog Bazar. Là. C'était ça. J'ai vraiment un clin d'œil là. Oui. C'était VRAC, je pense. C'est VRAC. Ça, c'était Canal Famille. Canal Famille, oui. Ah non, je me trompe de quelque chose. J'allais dire, c'était l'émission qu'on est en train de faire, va passer à Cube. Je pensais que Cube, c'était pas. Mais à Cube, c'était Oupla. Je pense Oupla. Ça n'a pas rapport. Ah non, mais ça, c'est vraiment, vraiment après, je pense. Ouais, non, j'ai pas rapport. J'ai pas rapport. Non, mais je voulais faire une blague avec ça, mais j'ai aucun rapport. Regarde. C'est correct. Échec lamentable. Tantôt, je te disais, je fais pas de montage. Là, peut-être que je ferais du montage. Peut-être. C'est gênant pour moi, mais c'est pas grave. Je vais le garder, vous le savez, chers auditeurs. J'ai pas d'amour-propre. Mais c'est ça, on avait ces accès-là qui étaient organiques. Tu sais, t'allais dans une boutique, puis je veux dire, tu allais à l'épicerie, je veux dire, la musique qui passait, c'était en français. Tu sais,
il y avait plein d'occasions qui étaient organiques, qui faisaient en sorte que tu n'avais pas le choix d'être en contact avec la langue, mais surtout avec la culture. Je vais donner un exemple précis. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, mettons, quand j'étais enfant, là, donc 6-7 ans, là, je me rappelle, mettons, la fin de semaine, on était dans la voiture, mon père, il passait de la musique haïtienne, c'était la fin de semaine. Puis là, quand t'arrivais le lundi matin, il fallait mettre la radio. Puis là, je me disais, non, moi, j'ai envie d'écouter de la musique. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'écouter de la radio parler? Ça me tente pas. Et là, tu devines, pourquoi il fallait absolument qu'ils mettent la radio à ce moment-là. Tu sais, je trouve pas. Non, OK. Dans le fond, c'est parce qu'il avait besoin du chroniqueur qui lui donnait donc il donnait le trafic. Là. Il avait besoin donc de savoir par quel coin passer pour m'amener à l'école parce qu'il y avait du trafic sur la route. Okay. Aujourd'hui, tout le monde a des GPS. Okay, aujourd'hui, Google Maps. Aujourd'hui, c'est ça. Tu peux écouter ce que tu veux, puis tu mets Google Maps, tu arrives à destination, puis c'est encore plus fiable que ce qu'on avait à l'époque. Mais je te donne cet exemple-là qui était tellement organique parce que moi, ça faisait en sorte que tous les matins puis tous les soirs, dans mon trajet pour aller à l'école puis en revenant de l'école, j'écoutais la radio québécoise parce qu'on avait besoin on en avait besoin. Ce contact-là avec la culture, les médias québécois, mais parce que là, je reviens à ce que tu disais tantôt, que tu disais que tu étais inquiète pour les prochaines générations. Il y a une perte de contact. Je vois que tu es aussi sur la commission sur les écrans. Est-ce que tu il y a un lien? C'est ça. Oui, il y a tout à fait un lien avec ça. Puis, donc, la fragmentation de l'univers médiatique puis de l'accès à la culture fait que justement, il n'y a plus de frontières. Puis là, tu sens que ce qui est préféré puis ce qui est consommé, c'est de la culture étrangère. Oui, puis je dis pas ça en disant, évidemment, là, on va pas... L'objectif, c'est pas d'aller prendre les iPads de tous les jeunes puis dire, là, allez plus. Taylor Swift, suivez pas ça. C'est pas ça. Nous aussi, on avait accès à la culture américaine quand on était jeunes. Mais je pense qu'il y a des leviers. Là où c'était beaucoup plus organique à une certaine époque parce que la technologie ne nous le permettait pas, aujourd'hui, en se disant, voici l'univers dans lequel les jeunes sont, puis ils sont là-dessus. Là, ils ne reviendront pas en arrière. Là, ils n'ont pas connu ce que c'était avant. Donc, ça, c'est leur univers, puis il faut le respecter. Mais quand on est conscient de l'univers dans lequel eux, ils évoluent, il faut se dire, OK, quels sont donc les petits œufs de Pâques là, qu'on est capable donc d'aller mettre dans cet univers-là pour qu'ils puissent s'approprier une certaine culture québécoise puis qu'ils en soient fiers. Puis il y en a déjà, souvent... Donc, on revient à la promotion puis à favoriser l'émergence de la culture québécoise. Ils suivent des influenceurs québécois sur les médias sociaux, des influenceurs français aussi. J'ai appris que les jeunes, sur la commission spéciale, là, on disait, en faisant le tour des écoles, il y a un jeune qui disait regarde, ton daron est là. Ton daron, c'est quoi ça? C'est les jeunes, ils disent ça dans une école à Québec. Là. Donc, ça fait partie de leur vocabulaire. C'est correct, mais il faut aussi que, c'est ça, il y en a des leviers qui sont là puis qui existent. As-tu l'impression que on est en retard au point de vue de la législation puis de tout ce qu'on peut mettre en place pour favoriser justement une émergence d'une culture numérique bien québécoise au Québec? Écoute, on n'est jamais en retard. C'est pour ça qu'on fait de la politique. C'est parce qu'on croit... Ça, c'est un corps de politicien. Non, mais c'est vrai. On peut être en retard. Moi, j'ai l'impression qu'on l'est. Mais tu sais, quand on est dedans, c'est parce qu'on se dit qu'on peut encore faire quelque chose. Quand tu regardes là, la façon que fonctionnent les systèmes, là, le calque, la SODEC, puis ce genre d'organismes-là, ils sont ils travaillent encore sur des vieux modèles. Oui, non, mais c'est ça. Ils sont pas encore sur le numérique. D'ailleurs, c'était aussi dans nos propositions. Moi, j'avais parlé avec Jean-François Robert l'année passée, avant qu'il sorte le GALF, puis je disais, voici donc nos propositions libérales. Puis moi, j'en avais quelques-unes en culture, notamment, justement, de dire, il faut que le financement, il puisse aussi être dans l'univers numérique. Là, les jeunes, les créateurs numériques, on devrait avoir accès au même financement que les producteurs, que Code, TV, je sais pas quoi. Là. En tout cas, les grosses boîtes de production. Tout à fait, mais les jeunes, c'est là qu'ils sont. Là. Puis le contenu le plus agile, tu sais, souvent, il est là parce que le financement, parfois, souvent, ça coûte moins cher sur le numérique, tu es capable d'oser un peu plus. Les jeunes, ils aiment ça. Comme tu dis, des petits autres parcs, il faut les multiplier. C'est ça. Donc, non, il n'est pas trop tard. Est-ce que... Il faut s'y mettre. Mais il faut s'y mettre. Faut s'y mettre. Est-ce qu'il est tard un peu? Mais je pense que surtout, je pense que pour moi, c'est le changement de discours, c'est le changement de paradigme qui est hyper important pour moi parce que j'ai l'impression qu'on a un paradigme qui est encore ancré dans le passé, on parle de la nouvelle génération, mais on ne parle pas à la nouvelle génération. Oh wow, puis là, on se dit, OK, entre nous, là, voici qu'est-ce qu'on peut faire alors que sont ailleurs, puis on y... Ils trouvent leur chemin, puis... C'est ça! Écoute, je trouve ça fascinant. Je vais poursuivre, je vais reprendre avec certains points. C'est sûr que moi, le volet culturel m'intéresse beaucoup, le volet numérique aussi, là, c'est dans mes dadas.
Ben, est-ce que tu as La l'impression... commission spéciale, mais je continue là-dessus. La commission spéciale, nous, on a fait la tournée des écoles. Ouais, ça va là. m'amener sur de quoi? Ouais, on a fait la tournée des écoles. Ben, j'ai pas eu l'occasion d'en faire beaucoup parce que je suis sur un projet de loi, mais j'ai vraiment trouvé ça le fun, donc de voir les jeunes être très conscients. On n'a pas parlé de culture puis de langue française à ce moment-là. C'était vraiment donc le temps d'écran, puis tu joues à des jeux vidéo là-dessus. Ils sont conscients des méfaits de ça. On a un peu l'impression, parfois justement, les adultes là, regardent des jeunes et disent voyons donc, ils sont trop souvent là-dessus, ils comprennent rien, il faut leur poser ci, ça. Non, de ce que j'ai vu, là, les jeunes, ils se rendent compte des risques, ils veulent certaines balises. Moi, c'est un comité qui est transpartisan. Fait que d'ailleurs, un autre exemple donc, de la collaboration qui peut avoir lieu entre élus de différentes formations politiques. Puis moi, j'ai confiance qu'on va arriver avec quelque chose de quand même intéressant. Donc, tu es pour une forme de régulation? Une forme, c'est certain. Mais je ne vais pas trop m'avancer sur les travaux de la commission. Là. Ça va être, comme je dis, transpartisan. Mais est-ce que tu es aussi, le terme qui me vient, c'est alarmiste que Paul Saint-Pierre Plamondon sur les... Est-ce qu'on peut être aussi alarmiste que Paul Saint-Pierre Plamondon? Ça se peut pas. Je ne sais pas, je me prononcerai Salutations, pas. Paul. Mais à savoir, par rapport au temps d'écran, pour lui, il prend au PQ, il prend le dossier vraiment au sérieux. Ça, je sais qu'il faut prendre au sérieux. Ils ont l'air d'en faire un certain cheval de bataille parce que ils ont l'impression, je pense qu'ils voient quelque chose de... qui a besoin d'être régulé. Est-ce que tu es à la même place? Moi, je me dis, je me souviens, donc, au départ, donc, quand le débat est sorti, puis que là, j'ai été nommée sur la commission, je me dis, c'est un débat qu'il faut prendre avec sérieux parce que ça touche, ça touche les parents, dans leur façon de faire, dans la vie de tous les jours. Fait que c'est sûr que c'est un sujet qui est très important, mais moi, je suis arrivée dans cette commission-là avec un esprit ouvert, puis me dire, OK, on va entendre les scientifiques, ce qu'ils ont à dire, on va entendre donc les directions d'école, comment est-ce que ça se passe chez eux, puis qu'on arrive avec quelque chose donc de sensé. Fait que moi, je voulais pas nécessairement t'avoir des... Tu vas pas y aller avec ton impression, tu voulais de la donner avant. C'est ça, je voulais de la donner. Je pense que c'est beaucoup plus pertinent. Elle dit quoi, la donner? C'est sûr que beaucoup de... les commissions, les consultations étaient publiques. Là. Donc, dans les auditions, on a entendu quand même beaucoup de scientifiques donc, nous dire que, évidemment, donc, tout ce qu'on voit un peu, donc, qu'il y a une corrélation entre un temps d'écran donc élevé, puis de l'anxiété, du stress chez les jeunes, donc des inhabilités sociales. Donc, ce qu'on présume déjà, on le voit. Maintenant, la question que je posais souvent à ces experts-là, c'est, par exemple, on a parlé de la majorité numérique. Jusqu'à quel point on est en mesure de faire ça sans, ou du moins, en fait, sans ça, c'est impossible, mais jusqu'à quel point, en fait, quel est l'équilibre entre mettre sur pied donc cette mesure-là et l'atteinte à la vie privée donc des jeunes, parce qu'il faudrait certainement donc soit prendre donc des données biométriques ou avoir accès dans leur carte d'identité pour que c'est leur demander leur âge pour que ce soit efficace, parce que sinon on s'entend sur Facebook, Instagram en ce moment, c'est déjà le cas, tu t'inscris, tu peux mentir. D'ailleurs, on a posé la question dans une des écoles, on dit aux jeunes qui ici a un compte, et là tout le monde a moins de 16 ans, avec tout le monde avait un compte, et ils disaient qui ici a menti sur son âge, et tout le monde a levé la main. Tout le monde a levé la main. Donc c'est dur. Comment est-ce que c'est possible d'encadrer le numérique? Ce qu'on entend de différents experts, c'est que c'est possible. Il y a différents moyens avec une atteinte minimale à la vie privée, fait qu'avec des données dépersonnalisées, là, de pouvoir le faire. Mais c'est sûr que moi, j'ai besoin d'avoir... Je pense que les membres de la commission, on est tous un peu sur la même longueur d'onde là-dessus. On va avoir besoin de beaucoup plus d'informations à ce stade-ci pour se dire, OK, comment est-ce que le Québec pourrait avancer avec une telle politique? Mais il y a d'autres solutions. Il y a celle-là, mais c'est parce qu'elle est mise sur la table, mais il y en a bien d'autres. L'Australie a emboîté le pas avec... la semaine passée, oui. Oui, 16 ans. Ils ont mis ça à 16 ans pour ce qui est de l'utilisation des médias sociaux pour les jeunes. Ils ont de voir comment ça va s'appliquer de façon concrète. Mais c'est ça, c'est vraiment cet élément-ci, parce que c'est une chose d'avoir une mesure symbolique, mais outre ça, moi, je trouve ça quand même important qu'elle puisse être appliquée. Puis autre chose, on a beaucoup parlé de médias sociaux, de la comparaison, surtout chez les filles, les effets nocifs là, donc du déroulage donc sans fin. Donc, ce sont certainement donc des éléments à réguler, mais on a vu des élèves des écoles primaires, donc 5e, 6e année, puis ceux du secondaire. Puis c'est une chose des médias sociaux, mais ceux de 5e, 6e année, là, sont pas vraiment sont pas sur Snapchat, là, ils jouent à Fortnite, là. Ouais. Donc, ils sont sur les médias, c'est un autre univers, l'univers des jeux vidéo, qui est aussi un univers social. C'est juste qu'on y a moins accès, nous, donc on le constate pas, mais ils vont pour les mêmes motifs que ceux de 14-15 ans qui vont
ils vont plus sur Facebook, là, ça c'est rendu pour les vieux, mais qui vont sur Instagram, Snap et TikTok. Là. C'est tout un univers qui passe en dessous du radar. Hein. Je pense que ça explique aussi pourquoi nos systèmes de financement sont encore dans les anciens paradigmes. C'est qu'on dirait qu'il y a encore tout un volet de culturel, de la consommation médiatique qui est en dehors du... Qui nous échappe. Oui, mais je pense qu'on dit qu'il nous échappe, dans ce sens ça a l'air de nous dépasser, où on a l'impression que c'est tellement donc loin de nous, alors que on dit oui, les jeunes sont là-dessus, mais encore une fois, donc nous, les élus, les personnalités publiques du Québec, on est tous là-dessus, de toute manière. Donc, on est autant des utilisateurs que des consommateurs de ces plateformes-là. Donc, je vois pas pourquoi on se priverait d'essayer d'agir. On a quand même, je veux dire, on est des même agir un peu, même avec un petit impact, c'est déjà mieux que pas d'impact du tout. Ben oui, complètement. J'ai hâte de voir concrètement, réellement, de quelle façon on peut. Tu sais, c'est un peu l'image de la porte à dents sortie du tube. Hein, c'est dur, elle va être dur à rentrer. Puis plus qu'on attend, plus que c'est. Ben oui, on ne reviendra pas. Puis moi, mettons, sur ce dossier-là, je trouve que parfois, on dirait qu'on veut revenir au modèle où papa, maman, puis l'enfant, on regarde tous la poule aux œufs d'or à la maison sur une seule télévision. Et là, il y a juste un téléviseur dans toute la maison, fait qu'on est obligé de la partager, tout le monde. Puis ça, c'était bien. Tu sais, mon père, il disait à quel point ma grand-mère est décédée en 2017, à quel point elle est tombée en amour avec le hockey. Parce que là, ils étaient peut-être 6 enfants à la maison. Avec elle, il y a juste une télé. Fait que là, il y a plus de gars que de filles. Hein? Fait que c'est le hockey qui l'a emporté. C'est ça à faire que tout le monde a accès. Puis ma grand-mère haïtienne qui a pas eu l'occasion donc de. Mais c'est ça, elle était fan finie de hockey. Là. Puis c'est sûr que ça, c'est très, très, très beau. Et ce modèle-là, c'est pas celui de 2024. Fait qu'il faut qu'on soit capable de conjuguer avec le modèle de 2024. Ce point-là, c'est comme si, puis t'en parlais tantôt, tu disais que ça t'inquiète un peu de voir les jeunes qui sont pas nécessaires, qui suivent pas nécessairement ou c'est une perte de cohésion sociale à travers notre consommation médiatique qui est fragmentée. C'est quoi aujourd'hui? Ce serait quoi les éléments aujourd'hui qui pourraient ramener, tu parlais de la langue française, évidemment. Mais c'est quoi? Ils sont où nos lieux communs qui vont faire que notre nation va rester une nation? C'est vraiment... Je sais pas, c'est une grosse question, ça. Oui, savoir quelles vraiment, sont... mais moi, ça me... J'y pense souvent. Puis quand j'entends des inquiétudes d'une élue comme ça, je me dis, crime, c'est là-dessus qu'on devrait travailler au quotidien. Il devrait y avoir des liens. Des chantiers pour des liens trouver sociaux. les liens. J'adore ça, c'est exactement le point. Tu sais, quand tu regardes des églises qui deviennent des condos, quand tu regardes, puis c'est pas pour un prosélytisme religieux du tout, mon affaire, c'est juste que nos liens, ils étaient dans d'autres sphères avant. Quels seront nos liens? Tu sais, je suis inquiète, je pense que c'est sain. Donc, d'éprouver une certaine inquiétude, parce qu'encore une fois, quand on fait de la politique, non seulement on se dit qu'il y a quelque chose qu'on peut encore changer, mais c'est parce qu'on se dit, exactement, on identifie un enjeu. Donc, c'est là. C'est lucide. Exactement. Tu sais, c'est faire preuve de lucidité que d'être inquiète, mais je suis quand même prudente là-dessus en me disant, OK, mais tu sais, j'ai pas perdu espoir c'est ça en agence, mais pas du tout. Non, j'ai confiance. Je te pose la question, c'est pas pour que tu me donnes. Non. Bon, là, toi, aujourd'hui, Madoua, tu vas nous donner la réponse. Comment on sauve l'humanité? Tu m'attendais pas? Non, mais c'est ça. Mais j'ai confiance que ces jeunes-là ont encore besoin de liens. J'ai confiance que là, ces liens-là, ils les trouvent peut-être ailleurs. On disait Taylor Swift tantôt, c'est juste des blagues, mais il y a des. Il y a certains liens qui vont être plus fragmentés, puis ça encore, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est comme une petite allégorie ici, c'est comme une flamme. Hein? Fait que là, t'arrives, t'as une chandelle avec une certaine flamme, là, tu te dis, OK, ça, c'est nous, là, comme voici donc notre identité collective ici. Mais c'est correct qu'une personne puisse s'alimenter dans cette flamme-là, aller en chercher une autre, ça la diminue pas, puis la personne peut pas avoir des identités multiples, puis avoir donc des liens qui soient multiples aussi. Au même titre. C'est mon cas, tu sais. C'est ça. Au même titre qu'une génération peut aller chercher, par exemple, je sais pas, mais auprès d'une autre culture qui affectionne des éléments qui vont ramener chez nous. On l'a vu avec le hip-hop, entre autres. Ben oui. Oui. Moi, j'ai pas lu le dictionnaire du chiller de Jérôme 50, mais je l'ai pas lu, mais j'ai écouté son balado. J'ai vraiment trouvé la démarche hyper, hyper intéressante où ce qu'il faisait, c'est justement comme linguiste, comme sociolinguiste. Donc, lui, il observe, il ne juge pas. Et il est allé donc à la rencontre des jeunes, écouter, OK, mais c'est quoi leur vocabulaire qui ne ressemble pas au
vocabulaire de la génération précédente. Il y avait des choses là-dedans que j'apprenais, que je disais, ah oui, les jeunes disent ça. Ils disent plus que moi, je disais dans mon temps, je suis rendue bien. Mais et ça évolue très, très, très vite parce que justement, ça, ce sont donc des formes donc, de liens sociolinguistiques. Vous dites, OK, nous, on se reconnaît quand on parle ce langage-là. Donc, des éléments comme ça où ils peuvent se voir, là, je le donne là, je dis pas que c'est la science infuse non plus, mais d'être capable, encore une fois, de reconnaître le jeune, lui dire, ah ben, ce que tu es donc dans cet espace-ci, nous le célébrons ou on est capable donc de voir que c'est une contribution donc Oui, à c'est la ça. société. Puis voici comment est-ce qu'on crée donc notre nous En collectif fait, c'est ça, hein, version c'est un truc 2024. qui est vivant, l'identité. Oui, C'est un truc qui se construit. ben C'est pas non, ça, c'est pas mais l'identité. non. T'es pas le bienvenu. Ben non, puis c'est intéressant d'évoluer là-dedans. Puis moi, bon, quand j'étais jeune, j'allais donc chez les sœurs. Puis moi, il y avait une sœur, donc T'as été ici chez les sœurs? oui, des sœurs Gilberte, donc qui est décédée encore en fin de semaine. Donc c'était notre première Toutes mes plastique. condoléances. Et puis elle est partie du Québec dans les années 60. Puis donc là, elle est partie d'un Québec très religieux, puis elle est revenue, elle est allée en mission, elle était missionnaire là, en Afrique, fait qu'elle est revenue au Québec dans les années 80. Fait que je comprends que c'est un Québec qui n'était pas du tout celui qu'elle avait laissé. C'était quoi ces Puis, constats? Attends là-dessus. ben oui, ben c'est comme ça qu'elle est partie des camps, donc pour les jeunes, puis elle s'est dit, ben c'est adapté. Elle est revenue dans un Québec qui était complètement transformé. Je pense que la pire des choses, c'est de faire, donc, en fait, c'est de faire l'inverse de ce qu'elle a fait, c'est de dire, bon, mais moi, là, mon identité, c'était ça. Je suis bonne sœur en plus. Puis voici, moi, le Québec que j'ai quitté, c'est un Québec hyper religieux, hyper croyant, la religion, donc c'est la fondation de notre société, dans notre ensemble. Et là, je reviens dans les années 80, puis tout ça, c'est la poubelle. Qu'est-ce qu'on fait? Puis elle s'est adaptée, puis elle était capable donc de marquer donc des générations de jeunes avec son esprit de modernité. Je donne cet exemple-là personnel, en disant, ben, la pire des choses qu'on peut faire comme société, c'est de se dire, bon, ben, notre identité, là, ben, on l'a fait, la dernière fois qu'on l'a pensé, là, ben, l'identité de 1999, là, elle reviendra plus. Non, c'est ça. Puis il y a des choses là-dedans que c'est quand même bon. Là. Parfois, je regarde des archives et je me dis, c'est peut-être bon là, qu'on fasse plus ces sketchs-là. Donc, c'est pas une mauvaise affaire. Bye-bye. Ouais, genre, c'est pas une mauvaise affaire. C'est malaise. Des blagues sur Gilbert Rozon, en 98 ou 19, où ça a l'air, c'est bien public comment son comportement. C'est bien qu'on ait évolué, hein. C'est correct qu'on évolue comme société, mais tant que tout le monde arrive à se retrouver dans ce nous-là, ben c'est ça qui va faire notre beauté. Puis nos jeunes en ont besoin. Je vais faire un lien douteux. Tu parles de personnages contestés. J'aimerais ça te parler de Trump un peu. Il nous reste pas tant de temps. Puis t'as eu cette chance-là de travailler à Washington en 2016 lors de l'élection de Trump. Fait que j'imagine que tu connais quand même bien là, la politique américaine. Puis tous les nouveaux. Bon, là, il vient de revenir au pouvoir, puis là, écoute, ça court partout, 25 des menaces de 25 pour ce qui est de taxer les produits canadiens, québécois aux États-Unis. Tu vois ça comment, toi? Comment tu t'accueilles ce genre de tactique-là, de stratégie ou de coup de Ah oui, bien c'est sûr que ça, ce sont des stratégies à Trump, là, vraiment. On reconnaît beaucoup donc, le personnage qui a gouverné les États-Unis entre 2016 et 2020. Donc, c'est The Art of the Deal. Hein? C'est le livre qu'il a écrit. Oui, c'est ça. On voit d'ailleurs ces tactiques de façon assez claire. Oui. Je vois passer moi, je ne l'ai pas lu, mais je vois passer des gens qui parlent de ses lectures sur les médias sociaux. Puis, il n'y a pas l'air d'avoir bien de surprise, finalement. Non, exactement. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Puis, justement, c'est sur ces types de menaces-là. Je pense qu'il faut le prendre aussi avec un certain sérieux. Je pense que tout le monde est conscient que, bon, c'est une certaine forme de négociation. Moi-même, donc, j'ai fait des appels, des entreprises d'autres. Je pense que tout le monde un peu. C'est quoi ton rôle? Qu'est-ce que tu faisais là-bas pendant ce temps-là? Ben là, moi, quand je suis arrivée en 2015, moi, je suis arrivée en 2015 comme étudiante à l'Université de Georgetown. Fait que je suis arrivée à la maîtrise en politique publique. Okay. Puis, justement, moi, j'avais choisi Washington. J'avais regardé un peu différentes villes, où ce que je voulais faire ma maîtrise, puis c'était ça, ce sujet-là. Puis, finalement, ben, j'ai choisi Washington en me disant, OK, ben, c'est le fun, je vais être aux États-Unis pendant l'élection de la première femme présidente des États-Unis. C'est vraiment un moment historique. C'est ça que t'attendais? C'est ça que j'attendais, moi, quand je suis arrivée là sur le campus en 2015. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. J'ai vu donc, l'état de la ville, puis l'énergie, la surprise, la déconfiture. Donc, quand Hillary Clinton donc, a perdu les élections en 2016. Puis, ben, c'est ça, quand je terminais en 2017, à ce moment-là, j'avais déjà un petit peu commencé à travailler à la Banque mondiale pour Doing Business, donc le
rapports qui fait le classement des économies, là, donc des États, en fonction de leur facilité à faire des affaires. Puis à travers ça, je fais des missions. Je fais des missions en Algérie, une mission à Djibouti. J'ai vraiment trouvé ça le fun. Donc, allez voir sur le terrain les réformes. Mais là, faut-tu qu'on ait peur là, avec Trump? Tout le monde sait ça on le connaît pas, nous autres. Mais on veut savoir. Mais il faut... je veux dire, faut avoir. Encore une fois, il faut avoir peur, mais faut pas paniquer. C'est pas pareil. Donc, il faut. As-tu l'impression que ça a paniqué dernièrement? Tu as vu un peu les réactions de François Legault qui tweetait des patentes sur le 25 %? Oui, bien, c'est ça. Ouais, j'ai l'impression que parfois, je suis un peu en désaccord avec le premier ministre, là, quand, d'une part, quand il a donné raison à Trump, donc sur ses différentes tactiques, en disant, ben oui, il a raison d'avoir peur là, à la frontière ici. Le Canada puis le Mexique, c'est pas la même chose. Ah oui, là. la Sûreté du Québec. Oui, mais de toute façon, la Sûreté du Québec, elle est déjà là, à la frontière en passant, là, donc c'est pas nouveau, mais c'est pas la même chose. L'enjeu migratoire du Nord et l'enjeu migratoire du Sud, c'est pas du tout la même chose. C'est un peu les messages que tu envoies à partir de ce moment. Ben oui, on peut pas lui donner raison, alors que la trame factuelle qui nous présente est erronée. Quand le président, donc lui-même, donc il nous arrive, puis il lance des choses dans l'air, puis qu'il a sa réalité alternative, là, on peut pas tout simplement entrer dans cette réalité-là. Au contraire, moi, je pense que le Québec puis le Canada, de façon beaucoup plus générale, c'est notre rôle, donc, de rétablir les faits, donc, discuter, c'est quand même, je veux dire, c'est le président élu, il a obtenu la pluralité des voix aussi cette fois-ci, ce qu'il n'avait pas obtenu en 2016. Donc, il a la légitimité d'être président des États-Unis. Donc, il faut le considérer avec sérieux comme un autre chef d'État, donc celui donc à venir, mais ça ne veut pas dire donc de céder à la panique ou de plier donc devant ce type de menace-là, puis de se dire, finalement, s'il se dit 25, si on se négocie un 20 % là, c'est correct. Au contraire, il faut qu'on soit capable donc d'arriver de notre côté, donc de mettre notre pied à terre, par exemple sur la gestion de l'offre, qu'on sait qu'il est là dans sa ligne de mire. On le sait là, que non seulement ça va avoir donc des impacts sur nous, mais aussi sur les États américains, là, les tarifs. Là, c'est pas vrai que les consommateurs américains ne seront pas touchés par ça. Ça va être les électeurs de Trump qui vont être touchés par ça en premier. Là. Ceux qui veulent consommer donc des voitures made in America. Là. Donc, c'est une nouvelle pour eux. Il y en a beaucoup de pièces qui sont montées ici de notre côté, puis d'autres au Mexique aussi. Donc, on a besoin. On peut pas se désolidariser du Mexique non plus. Donc, on est beaucoup plus fort. Donc, en ayant donc en fait ce qu'on a déjà, donc notre alliance nord-américaine. Puis, oui, c'est sûr que le plus fort donc des tres amigos, c'est les États-Unis. Je pense que tout le monde en est conscient. Ils ont le gros bout du bâton, mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin de nous. Puis ça, il faut qu'on leur fasse comprendre, puis qu'on aille non seulement, là, comme le premier ministre Trudeau a fait, donc oui, aller lui rendre visite, mais qu'on parle à nos collègues, là, nos voisins, qu'on a connus à leurs portes, donc les gouverneurs des États limitrophes du Canada, ceux dont les produits qu'ils importent, donc sont en fait ceux dont le Canada est le premier partenaire d'affaires, puis ça, c'est beaucoup d'États américains. Il faut qu'on soit capable donc d'avoir ces échanges-là avec eux aussi. Le temps file, puis je veux absolument te parler de la course à la chefferie au Parti libéral. Oui. Je pense toi, tu appuies Charles Millard. Charles Milliard. Milliard, qu'on dit. Écoute, je ne connais pas du tout cet homme-là. Je suis pas. Pourtant, c'est l'ancien PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Oui, je sais, je devrais connaître Charles Millard, mais je ne le connais pas. Pourquoi tu as choisi d'appuyer Charles Millard? Parce que là, le sauveur, il semblerait que c'est Pablo Rodriguez. Tout d'abord, je veux dire, quand on fait une course à chefferie, on est en famille. Hein? Donc, il y a bien des gens qui arrivent dans la course et qu'on connaît, qu'on estime. Puis Pablo, c'en est un. C'est quelqu'un que j'adore. C'est sur le plan personnel. Mais moi, j'ai décidé donc d'appuyer Charles parce que je me disais vraiment, j'ai dit, moi, je suis arrivée au parti en 2008 comme militante de la commission jeunesse. J'ai vécu plusieurs aléas donc de notre vie comme formation politique. Puis, quand je suis arrivée en 2022, moi, je me suis lancée pour être coprésidente donc du comité sur la relance du parti. Fait que j'ai fait le tour du Québec. Puis moi, ce que j'ai entendu dans ces tournées-là, c'est d'une part que les militants souhaitaient être une partie prenante aussi donc de la suite, ce qui signifie que moi, je ne crois pas un sauveur. Là, ce qui fait battre un parti, là, ce qui fait battre le cœur d'un parti politique, ce sont ses militants. Puis chaque fois que moi, j'arrive, je représente ma circonscription, mais moi, comme libérale, je suis une militante d'abord et avant tout, puis je suis une militante qui a la chance d'être une députée puis de représenter donc la population dont elle est issue. Mais je comprends donc ce désir-là de la base militante. Puis je trouve que Charles, c'est ça. Je trouve que Charles, il respecte ça, il comprend que il veut être non seulement aspirant premier ministre du Québec, mais aussi aspirant chef du Parti libéral du Québec. C'est un ancien militant de la CJ aussi. Puis c'est quelqu'un qui incarne le renouveau. Puis il veut
veut pas, dans cette tournée-là, les gens nous ont dit, on se demandait, est-ce qu'on tourne la page, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi être libéral en 2023? Puis au final, on nous a dit, bon, Bonne question. La réponse en 3 mots, là, c'est rassembler, c'est prospérer, puis c'est s'affirmer. Après ça, c'est relire notre rapport, donc de 80 quelques pages, donc pour avoir les détails là-dessus. Mais je trouve que Charles, il incarne ça. Puis il incarne aussi un renouveau pour le Parti libéral du Québec. Puis c'est quelqu'un qui gagne à être connu. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent pas. Puis les gens, quand ils viennent s'asseoir, ça veut dire qu'il faut qu'ils viennent à ta table. Là, c'est ce que j'entends. Ouais, Puis, peut-être que je l'ai invité, je ne sais plus. Ben, c'est ça. J'ai invité Denis Coderre, il a même pas répondu. Puis j'ai invité aussi Pablo Rodriguez, puis il a juste refusé. Fait que là, c'est là que je suis en suivre. Fait que peut-être que je pourrais inviter Mia. Bon, mais c'est ça. Mais quand les gens lui parlent, ils voient à quel point c'est quelqu'un qui gagne à être connu. Puis c'est quelqu'un qui a une grande vision pour le Québec, puis pour le parti aussi. Mais là, il n'est pas élu à nulle part. Est-ce que ça lui nuit de pas, justement, il y a un déficit de notoriété, veut pas, à travers. Il n'a jamais été élu avant, il n'est pas. Ben, nous, la course, nous, on aura un nouveau chef le 14 juin 2025. On va venir vite. Donc, là, ça vient vite. Là, c'est parti. Oui, ça accélère. Là. Ça vient vite, mais c'est quand même, 6 mois, là, c'est une éternité en politique. Là. Moi, j'ai appris ça. Ça peut changer. Ça peut changer très, très, très vite. Il peut passer dans les préférés et même en il y a tellement, tellement de choses qui peuvent se passer en 6 mois. Puis, au final, moi, je pense que tu auras découvert ici. Là, moi, je suis une fille de conviction aussi. Puis, je te l'ai dit, moi, je crois pas à un sauveur. Je suis arrivée je me suis présentée en 2022. Ben, c'est ça, je me présente en 2022. Puis on s'entend, je pense qu'il n'y a personne qui va tomber en bas de sa chaise en disant que je pensais pas que je serais au gouvernement là, en arrivant en politique en 2022 ou pour le Parti libéral du Québec. Mais je me dis, les sondages, c'est une chose, les préférences d'un moment, c'est une chose, mais qui est la bonne personne en ce moment pour le parti? Puis Charles, il a gagné ma confiance. Je t'écoute depuis tantôt, tu arrives avec ton... je me demandais, avec ton veston bleu, je me disais, non, ça me semble que tu fais une bonne péquiste, Madoua. Non, mais c'est vrai. Mais moi, je suis pas séparatiste, là. C'est ça, c'est le principal qui manque, finalement. C'est sur la loi. Non, mais tu viens de m'entendre, justement, sur le Canada, les États-Unis, le Mexique. Là, tu comprends à quel point, pour moi, l'aspect fédératif, c'est absolument, c'est absolument important. Puis moi, je pense qu'on est, comme je disais, là, stronger together, better together. Ouais. Veut mais pas. On est encore 3 amigos, on pourrait être 4. Un quatrième. Mais je pense que c'est dans l'intérêt du Québec, donc, de pouvoir demeurer dans la Fédération canadienne. Ah ouais. Puis, nous, au Parti libéral, on a un éventail, là, c'est un continuum, le fédéralisme chez certains. Il y en a pour qui le Québec, c'est une province comme les autres, c'est très minime, mais il y en a pour qui c'est ça. Moi, j'en suis pas là. Dans les fédéralistes, de façon générale, pas seulement une carte de membre, là, mais c'est ça. Puis t'en as d'autres pour qui, à l'autre bout là, du continuum, qui se disent, pour moi, donc moi, je suis nationaliste, moi, je crois donc à la défense des intérêts donc, du Québec, c'est Québec d'abord, mais justement, parce que c'est Québec d'abord, pour notre économie, donc pour qu'on soit plus fort, on a intérêt à demeurer dans cette fédération-là. Moi, je te dirais que je suis un peu plus près donc, de cette mouvance-là, où ce que moi, j'ai une identité québécoise qui est très forte et pour laquelle, je me dis, ça vibre en moi, mais tu sais, tantôt, tu parlais de promotion de la langue française, entre autres, puis de la culture québécoise. Si on avait tous nos outils, on avait le contrôle de tous nos outils. Il me semble qu'on ne pourrait pas faire un meilleur travail. Au contraire, moi, dans mes dossiers, moi, je travaille un peu avec le Centre de la francophonie des Amériques. Puis d'ailleurs, je suis à l'APF, à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, comme déléguée du Québec. Puis dans ce cadre-là, moi, j'ai déposé un rapport à l'APF qui a été présenté au sommet de la francophonie au mois d'octobre, là, où on parlait beaucoup donc de mobilité des jeunes dans l'espace francophone. Puis je pense que c'est un autre exemple où... Mais c'est bizarre parce que ça ne s'oppose pas pour moi, ça. Non. OK, vas-y. Pourquoi pour le... Puis écoute, je ne voulais pas lancer un débat sur la souveraineté, mais je comprends pas pourquoi, quand on parle de souveraineté puis de fédéralisme, c'est comme si faire la souveraineté venait mettre des murs pour des échanges internationaux. C'est l'inverse, pas selon moi. C'est une chaise à la table des nations, c'est une chaise plus conséquente qui offre plus de pouvoir dans les grandes instances. Là où je m'en allais avec mon rapport sur la mobilité des jeunes dans l'espace francophone, c'est je disais, un aspect, parce que moi, j'étais rapporteur pour les Amériques, là, fait que ça veut pas dire juste pour le Québec, mais pour l'ensemble des Amériques. Puis en parlant au Centre de la francophonie des Amériques, je me suis rendu compte que c'est tellement important aussi
qu'on puisse avoir donc des leviers de mobilité pour les jeunes qui n'habitent pas dans des États francophones. Parce que quand on parle donc de langue française, puis de la partager, puis de l'avoir en commun, mais il faut que les jeunes qui n'évoluent pas nécessairement dans ces environnements-là aussi, et qui ne sont pas moins francophones. Moi, j'ai rencontré des jeunes de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, qui ont une densité francophone très, très, très forte, qui sont parfois même beaucoup plus militants que l'on est. C'est quoi le lien avec le Québec? Et pour lesquels, quand on parle donc parce que tu as fait le lien avec la préservation de la langue française, moi, je pense nous, on s'isole donc des francophones hors Québec, et ça, c'est leur impression à eux. Je sais que c'est pas nécessairement, on n'a pas nécessairement souvent donc cette oreille-là donc sur la francophonie hors Québec, puis comment est-ce qu'eux, ils voient ils voient donc nos façons de faire ici au Québec. Mais si nous, on prend cette décision-là, moi, j'ai pas l'impression que ça va être meilleur pour le fait français. Mais au-delà de cet aspect-là, moi, je reviens encore une fois au fait que le Parti libéral du Québec, ça reste qu'on est le parti de l'économie. Puis quand on parle donc de à quel point ce serait ce qui est le meilleur pour les Québécois, tu sais, je repense, moi, évidemment, j'ai pas connu Bourassa, là, mais j'ai beaucoup donc de ses biographies. Puis, tu sais, à quel point, tu sais, lui, était toujours un peu, il était vraiment donc aligné là où ce que les Québécois y étaient là-dessus, sans disant, bien évidemment, donc on a besoin donc de levier pour la culture, on a besoin d'avoir une identité forte, on a besoin d'avoir donc ces liens-là, puis d'être capable de faire en sorte que le Québec y brille. Mais la meilleure façon dont on peut faire ça, c'est de s'assurer qu'on soit un partenaire fort dans la francophonie canadienne, oui, mais dans l'ensemble canadien. Ça vient avec un vrai fédéralisme. Là, en ce moment, c'est sûr que souvent, donc, quand les libéraux fédéraux sont au pouvoir, ce qu'on voit, donc, c'est certains plus grands désirs de centralisation. Puis là, une PD, c'est pareil. OK, c'est intéressant de t'entendre. Mais avec quand un véritable fédéralisme avec un vrai partage des pouvoirs, le fédéralisme, c'est la souveraineté dans tes champs de compétences. Là. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point, nous, avoir une armée, avoir notre... En quoi ça nous aide dans notre identité? Ben, vois-tu, c'est ça, mais c'est quand même... Puis écoute, on va... Qu'il y a un vrai respect de la culture québécoise. Ça, juste revenir sur cet aspect-là, c'est que c'est de toujours présenter ça comme si c'était un isolement. Ça, je la comprends pas. J'ai l'impression que c'est juste un argument fédéraliste de dire vous allez vous isoler. Je veux dire, ça n'a rien. Je la comprends pas, celle-là. Dans quoi, soudainement, on s'isole. Puis l'autre chose, c'est en quoi le Québec est responsable de sauver le français à l'extérieur du Québec. Moi, je pense qu'un État francophone puissant serait un bien meilleur mobilisateur, un centre pour aider supporter le français en Amérique. Mais c'est pour ça que je reviens. Une province diluée qui est en train d'essayer de démêler puis de mener tous les combats au sein d'une fédération, tu sais. Mais je te repose la question à toi, c'est pourquoi est-ce que tu as l'impression que d'être dans la fédération, c'est un combat? Ben parce qu'on le voit, on perd, le Québec perd son pouvoir constamment. C'est une négociation, mais est-ce que... c'est une négociation, ça c'est sûr, ça c'est les autres... C'est une énergie, c'est comme si on perdait une énergie à essayer de continuer à survivre au sein... On s'entend, si le Québec devient indépendant demain matin, il n'y aura plus de négociation, on n'aura plus besoin donc, de faire ça, on va être à la table. Au point de vue culturel, on reprend, on rapatrie tous nos pouvoirs, puis on est plus en même de pouvoir... créer un État fort, un État francophone fort, tu sais, plutôt que puis qui va venir justement contribuer à la table des nations plutôt que de se débattre au sein d'une fédération qui, elle, a toujours à défendre deux. Je t'entends, mais par exemple, tu reviens sur la conversation qu'on avait avec Trump tantôt, tu sais, sur les tarifs. Je disais, c'est tellement un exemple probant donc, d'à quel point on n'est pas du tout donc dans une... pour nous, dans quel point donc, se séparer, donc ce statut, ce ne serait pas dans l'intérêt du Québec. On vient de te dire... Non? Pas démontrer ça, je ne suis pas d'accord. Mais écoute, puis c'est correct, on va finir sur... C'est plate parce qu'on va finir sur un désaccord par rapport à ça. Puis c'est correct. Mais c'est correct. C'est bien correct qu'il y ait des désaccords. Hey, merci beaucoup, parce que je suis déjà rendu à 1h et quelques. Faut que... Ben, ça veut dire qu'il faut qu'on se reprenne, que la prochaine fois, on commence avec ce débat-là. Oui, il fallait qu'on apprenne à se connaître un peu avant. Oui, il fallait. Moi, je pense, je voulais savoir c'était qui, moi, Madoua. C'est gentil de m'avoir invité. J'ai vraiment apprécié, c'était le fun. Ça me fait plaisir. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Ben oui. Donc, là, je te remercie. Maintenant, je me tourne vers nos auditeurs. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Encore une fois, merci, Madoua.
Merci, Denis. Ça, c'est le dernier merci officiel. Puis, on se retrouve pour un prochain épisode. Vous savez comment suivre les engagés publics. On est sur Apple Podcast, Google Podcast, on est sur Spotify, on est sur YouTube. On est aussi distribué sur le site de Cube, mais on est aussi diffusé les week-ends à la télé de Cube et à la radio de Cube les samedis et les dimanches matins. Donc, plein d'endroits pour écouter les engagés publics. Laissez-nous des likes, allez vous abonner, commentez. Vous avez des trucs là, que vous avez entendus, que vous avez envie de commenter, des questions, n'importe quoi, allez-y. C'est le fun d'avoir une rétroaction quand on fait ce genre de travail-là. Fait que merci beaucoup, puis on se retrouve pour un prochain épisode.